Michel Sleiman en visite en Côte d'Ivoire à partir de demain. Le président libanais répond à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Nous irons à la découverte du Liban, un État du Proche-Orient, grande partie montagneux qui partage aussi frontière avec la Syrie. Les jeunes de Bouaké ont décidé de lutter contre le chômage. Leur credo, l'auto-emploi. Ils s'investissent dans plusieurs activités, la menuiserie, la vente de friperies ou encore la coiffure. Et si toujours le suspense, l'Église catholique n'a pas de pape. On a eu droit ce mercredi à la fumée noire, signe qu'il n'y a pas d'élu. Le conclave se poursuit. Les 115 cardinaux doivent se retrouver cet après-midi pour le 3e round. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Il s'ouvre au palais présidentiel où le premier séminaire gouvernemental de l'année 2013 a débuté hier sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Les ministres passent en revue des actions de l'année écoulée, les avancées réalisées, les obstacles qui ont émaillé l'accomplissement de ces actions. La rencontre doit aboutir à l'adoption du programme de travail gouvernemental pour l'année 2013. Et le président Alassane Ouattara a demandé aux ministres de relever le défi au cours de cette année afin que chaque ménage puisse ressentir davantage les retombées des efforts déployés par le gouvernement. La rencontre prend fin aujourd'hui. Et vous en saurez plus dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire s'apprête à recevoir demain le président libanais Michel Sleiman. Il effectuera une visite de 72 heures en Côte d'Ivoire à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Sa visite s'inscrit dans le cadre des relations historiques d'amitié et de coopération qu'entretiennent le Liban et la Côte d'Ivoire depuis 1961. La communauté libanaise, dont le pays est estimé à plus de 80 000 personnes, allons à la découverte de ce pays en grande partie montagneux avec Alvarassa. Créée en 1920 par la France, la République du Liban est un État du Proche-Orient, en grande partie montagneux. Sa superficie, 10 450 km². Il partage ses frontières avec la Syrie au nord, l'État d'Israël au sud, le bassin levantin à l'ouest et la mer Méditerranée à l'est. Sa capitale est Beyrouth. Le pays a adopté sa première constitution en 1926. La monnaie, la livre libanaise. Une livre libanaise équivaut à 0,33 francs CFA. La population du Liban est estimée à plus de 4 millions d'habitants, composée de sunnites, de chiites et de maronites. La langue officielle est l'arabe. Première langue étrangère, le français. Il est parlé par 45% de la population. 30% de cette population, en plus de l'arabe, parle l'anglais. Du fait de sa composition pluriconfessionnelle, le Liban est doté d'un système politique fondé sur une répartition du pouvoir proportionnelle au poids de chaque communauté religieuse. C'est le confessionnalisme. L'économie de ce pays est basée sur l'agriculture, le commerce, le tourisme, les services. Son emplacement géographique, sa richesse en eau, ses montagnes dominant le Proche-Orient, son ouverture sur la Méditerranée et son climat tempéré lui donnent une importance stratégique, économique, politique et même militaire. C'est pour cela qu'il a été le lieu d'un brassage de plusieurs civilisations et de cultures. C'est le président de ce pays, Michel Sleiman, qui sera les jours à venir en visite officielle en Côte d'Ivoire. Et Michel Sleiman est le 13e président de la République libanaise depuis l'indépendance du pays. C'est en 2008 qu'il est arrivé au pouvoir au Liban. Marie-Laure Goran revient sur la carrière politique et militaire de l'homme. Le général Michel Sleiman est le président de la République libanaise. Titulaire d'une licence en sciences politiques et administratives, il accède à la présidence de la République en 2008. À cette époque, les différents partis politiques libanais s'accordent à soutenir sa candidature à la magistrature suprême comme candidat de compromis pour succéder à Émile Laoud, dont le mandat était arrivé à expiration le 23 novembre 2007. Mais son élection sera maintes fois reportée à cause des profonds désaccords politiques entre la majorité parlementaire et l'opposition. 25 mai 2008, le Parlement lève l'équivoque, considère que les fonctions de commandant en chef de Michel Sleiman ne lui interdisent pas de devenir président de la République et l'élit par 118 voix sur 127, ce qui met fin à 6 mois de vacances de la présidence de la République libanaise. Sa carrière militaire, il la débute en 1970. À l'école militaire du Liban, il suit une formation et obtient le diplôme de sous-lieutenant. 1971,
En Belgique, il poursuit sa formation militaire avant de se rendre en France la même année où il obtient un diplôme en technique d'état-major 10 ans plus tard, en 1981. Michel Sleiman a occupé plusieurs postes de commandement au cours de sa carrière militaire. Sa dernière nomination, 21 décembre 1998, date à laquelle il est nommé commandant en chef de l'armée libanaise. Après Fouad Chehab et Émile Laoud, Michel Sleiman est ainsi le troisième commandant en chef de l'armée à accéder à la présidence de la République au Liban. Le président libanais, qui maîtrise 2 langues étrangères, l'anglais et le français, est marié depuis 1973 et père de 3 enfants. Et tous les organes de presse qui veulent assurer la couverture médiatique de la visite du président libanais sont priés de communiquer le nom de leur rédacteur au ministère de la Communication. Les contacts 20 22 27 70 07 48 53 78 ou à l'adresse mail communication@communicationci.org. Et pour clore ce chapitre, j'ajoute que le président libanais Michel Sleiman recevra la clé du district d'Abidjan des mains du gouverneur Robert Mambé-Begré. Au menu également de sa visite, la signature d'accords de coopération entre les 2 pays dans divers domaines et la tenue d'un forum économique entre hommes d'affaires libanais et ivoiriens. La visite de Michel Sleiman, je le rappelle, débute demain ici en Côte d'Ivoire. Une mission conjointe du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement séjournera en Côte d'Ivoire du 13 au 27 mars 2013. Objectif, procéder à la 3e revue du programme financier 2012-2014 soutenu par la facilité élargie de crédit. Selon le programme national de santé mentale, plus de 2 millions de personnes ont été traumatisées pendant la crise post-électorale. Plusieurs ONG ont fait des programmes pour aider ces personnes traumatisées. Il est aujourd'hui question de stratégie globale de leur prise en charge. Un atelier a été organisé par le programme national de santé mentale et c'est avec Francis Boifo qu'on en parle. À 50 ans, Simone Konan Afoué a déjà 10 ans de crise derrière elle. Après une première partie de vie à Sakassou, c'est à Bobo, de ville où elle connaît l'horreur en 2002 et 2011 à la suite des crises militaro-politiques. Depuis, elle est malade. Elle fait une dépression nerveuse. C'est que j'ai vécu. Je ne peux pas, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Mon mari, moi, mes enfants. Maintenant, là, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. C'est l'ONG Cœur Sensible qui a recueilli cette femme dans la rue. La prise en charge psychologiquement, médicalement et lui a installé une cabine cellulaire. Elle n'est pas la seule dans cette situation. Il y a beaucoup de cas que nous suivons. À Bobo, Makori, nous avons beaucoup de situations que nous devons suivre. Mais malheureusement, nous n'avons pas assez de moyens. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et les organisations non gouvernementales ont décidé de mutualiser leurs forces pour aider les 2 millions de personnes traumatisées. Il y a beaucoup d'actions à mener et pas assez de moyens. Ces ONG ayant les moyens ont décidé de nous associer à leurs actions. 3 jours de réflexion pour élaborer une stratégie commune de prise en charge des personnes traumatisées. Les mêmes acteurs se retrouveront au mois de décembre 2013 pour évaluer l'efficacité de ce nouveau dispositif. Le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a reçu l'ensemble des partenaires pour les engager à soutenir la stratégie nationale de protection sociale. On en parle avec Herman Yamia. En Côte d'Ivoire, seulement 10% de la population ont accès à une protection sociale. Les bénéficiaires sont pour la plupart des salariés et leurs ayants droit. Quant au monde paysan et aux opérateurs du secteur informel, rares sont ceux qui bénéficient de ce privilège. C'est donc cette disparité que le gouvernement entend corriger pour permettre à tout citoyen ivoirien d'avoir accès aux services sociaux de base. Une stratégie nationale de protection sociale a donc été élaborée par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Sa mise en œuvre va coûter la bagatelle de 400 milliards de francs CFA. Pour engager tous les partenaires techniques et financiers dans ce projet, le ministre d'État en charge des Affaires sociales, Moussa Dosso, a rencontré l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous l'avons esquissé devant nos partenaires techniques pour qu'ensemble, cette stratégie nationale de protection sociale soit le plus largement discutée
et qu'ensemble on puisse arrêter un document, un véritable plan, et dont la mise en œuvre va s'en trouver aisée, mais surtout, le fait que tous ces partenaires aient contribué, et bien que le financement puisse être trouvé. Pourquoi une stratégie nationale de protection sociale? La question a été expliquée aux différents partenaires techniques et financiers à travers un exposé. Les échanges qui s'en sont suivis leur ont permis de se faire une idée de ce projet qui permettra l'accès équitable à des services sociaux de qualité pour l'ensemble de la population. Pour la phase pilote de la mise en œuvre de cette stratégie nationale de protection sociale, les structures les mieux organisées comme la MIGEFSI, les filières et véhicules et Oléa Jeunesse vont servir de boussole. Allons maintenant à Bouaké, comme je vous le disais dans les titres, pour voir le combat des jeunes Ivoiriens contre le chômage. Ils s'investissent dans plusieurs secteurs d'activité génératrices de revenus et s'intéressent même à certaines activités souvent tenues par des communautés étrangères, notamment la vente de friperies, la menuiserie ou encore la coiffure. Le reportage de Ouattara Amadou et de Kwadjo Kwame. Le chômage ou l'occupation des jeunes constitue une réelle préoccupation pour l'État de Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien s'attelle donc à satisfaire ces jeunes sans emploi en leur trouvant une saine occupation. En attendant, pour assurer leur quotidien, de nombreux sans-emploi s'adonnent à des petits métiers tels que la vente des friperies, la menuiserie, la coiffure, la fabrique de marmites, etc., pour éviter de vivre au crochet des autres et préserver sa dignité. Mais le métier n'a pas de prix. Mettez ça, que tu sois sale ou que tu sois comment. Moi, j'encourage toujours mes frères. Il n'y a pas de sous-métier. Car le métier nourrit son homme. J'ai 5 apprentis. J'ai une femme et 4 enfants. Je les nourris de moi-même. Il n'y a pas de travail. Bon, vous n'êtes pas resté comme ça. On préfère faire crécher pour nous débrouiller, pour pouvoir subvenir à nos petits besoins. Ça, c'est mieux que d'aller voler. Quand tu évalues les entrées jusqu'à la fin du mois, tu vois un salarié, souvent on arrive à dépasser la personne. Je n'ai rien envie à un fonctionnaire. Pour bien d'autres jeunes, ces métiers constituent un tremplin en attendant de trouver mieux. On ne peut pas s'asseoir pour dire qu'on va attendre que le travail du bureau. Si tu as toutes tes facultés en place, moi je pense qu'il vaut mieux de te lever pour grouiller en attendant que ton jour aussi va arriver. Actuellement, il n'y a rien. Ils n'ont pas laissé le métier comme ça. C'est juste à nourrir son homme. Il n'y a pas de sous-métier. Alors, les autorités compétentes gagneraient à structurer ces secteurs d'activité pour les sortir de l'informel et permettre à ces jeunes de mieux se prendre en charge. Par le passé, certains métiers étaient spécifiques à des groupes ethniques ou à des communautés. Aujourd'hui, face à la rareté de l'emploi, ces préjugés sont levés. Des jeunes Ivoiriens sont devenus des vendeurs de bois, des forgerons, des fabricants de marmites ou des vendeurs de garba attiqués accompagnés de poissons thon frais. Un métier noble, qui nourrit son homme. Ne connaissant pas le poisson, je suis allé apprendre avec un Nigérien au nom de Mamoutou, donc qui est mon fournisseur au niveau d'Abidjan. Je suis allé, j'ai fait 8 mois de formation avec lui. C'est après ma formation que je suis venu à Bouaké m'installer. Le choix du métier dépend de sa formation ou de l'impact de l'environnement dans lequel l'on se trouve. Le plus important est de faire avec détermination et dévouement le métier qui garantit sa pitance et son avenir. Et on reste à Bouaké pour parler du système licence maîtrise doctorat, le système LMD. Ce système a été expliqué aux apprenants et aux enseignants pour une meilleure application dans les universités. Chaltatou. Le passage du système des unités de valeur au système LMD nécessite une approche pédagogique collégiale, cohérente et de générosité, gage des enseignements de meilleure qualité. Les responsables des unités d'enseignement de l'université Alassane Ouattara en sont conscients. À travers l'UFR Communication, Milieu et Société, département d'anthropologie et de sociologie, cette université publique de Bouaké vient marquer sa spécificité dans ce changement d'une importance capitale pour le pays. Un séminaire de renforcement des aptitudes pédagogiques et d'encadrement des mémoires vient d'avoir lieu au profit des enseignants de ce département, et cela dans le contexte LMD. Avec le système LMD qui est un système qui est nouveau pour notre université, à savoir l'université Alassane Ouattara, il faut au moins que les enseignants se retrouvent dans l'objectif d'harmoniser un certain nombre de choses. Parce que d'abord, pour l'enseignement, il y a une nouvelle manière d'enseigner, il y a une manière de produire les supports de cours, à savoir les syllabus, il y a une manière aussi pour les enseignants de dispenser ces enseignements,
de les évaluer. Plusieurs communications ont permis aux participants de partager cette approche nouvelle. Aujourd'hui, l'enseignement de la science doit descendre dans la société, c'est-à-dire être sur le terrain. Cela permet en même temps à l'étudiant, à l'apprenant, d'acquérir la connaissance et en même temps des compétences pratiques. C'est ça le fondement du système LMD. Dans le LMD, la nouvelle approche, c'est qu'on ne forme pas objectif. Par exemple, on privilégie des niches d'employabilité et on met ensemble les matières qui permettent de produire des hommes capables de répondre à ces nouveaux marchés. Vous voyez, on peut aller chercher des gens dans des disciplines complètement différentes parce qu'on a besoin de former un type d'homme destiné à un type d'emploi. Donc vous voyez, quand on fait venir des gens de différents horizons et qu'on ne leur donne pas ce cadrage pédagogique, on risque d'aller dans tous les sens. Au terme de ces travaux, les participants se sont mis d'accord sur ce que pourrait être l'approche pédagogique avec le système LMD, dont la manière de délivrer les cours n'est pas la même que dans l'ancien système. La préfecture de Bouaké en voie de réhabilitation. Les travaux ont démarré et vont s'étendre sur 4 mois. Ils sont financés par la Banque mondiale. 56 jeunes issus du projet de réinsertion des ex-combattants sont à la tâche sur le chantier, comme nous l'expliquent Ouattara Amadou et Diarra Souba Larsan. Les anciens locaux de la préfecture de Bouaké connaissent un début de réhabilitation. Cette réhabilitation est une action du programme de construction et de réhabilitation des 18 préfectures par la méthode du chantier école inscrit dans le cadre du projet de réinsertion d'au moins 1000 ex-combattants et jeunes à risque dans le bâtiment et travaux publics BTP. Ce projet est financé par la Banque mondiale. Koneaka, préfet de la région de Bouaké, a effectué une visite sur les sites du chantier pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Ça nous réjouit. Il faut faire en sorte que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Parce que Bouaké n'a rien à gagner dans ce geste. 56 jeunes, tous de Bouaké, travaillent sur les différents chantiers. Il s'agit du bâtiment principal, de la salle de conférence, des 2 bâtiments annexes et de la clôture qui constituent les 4 grands lots des travaux prévus pour être livrés dans un délai de 4 mois. Si nous avons le matériel et l'approvisionnement à temps, nous pouvons livrer le bâtiment dans le délai qui nous est imparti. La préfecture de Bouaké avait été détruite en février 2010 par une foule de marcheurs excités. À Mans, l'Agence nationale d'appui au développement rural affûte son programme en vue de relever les nouveaux défis après différentes crises, puis expliquer les activités nouvelles aux paysans. C'est avec Thérèse Yoboué-Tapé qu'on en parle. Depuis son retour dans la région du Tongpi, l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, a encadré environ 105 000 exploitants agricoles dans les domaines de la cacaoculture et de la riziculture. Selon le délégué régional de l'ANADER, l'agence mène de nombreuses activités qui ne sont pas toujours connues des usagers. Par exemple, en dehors de l'encadrement du monde paysan, l'ANADER va mettre en lumière de plans stratégiques de développement. Ces plans peuvent être de véritables instruments de travail pour les municipalités et les conseils régionaux. L'ANADER intervient traditionnellement dans 3 domaines. Il s'agit de la promotion économique de la population par la formation et la mise en place d'activités génératrices de revenus. Ce sont notamment la création et l'entretien des plantations. Elle contribue à la sécurité alimentaire et apporte un soutien à la mise en place d'outils de production tels que la production de semences de riz, la mise à disposition de cabosses de cacao, la formation pour la conduite des pépinières et la création de nouvelles plantations. À Mans, en matière de production de riz, un programme de développement de la riziculture a vu le jour en 2011 en collaboration avec l'Office national de développement et de la riziculture. Ce programme porte sur 3000 hectares de bas-fonds de riz irrigués. Il sera achevé cette année avec la réalisation de 1200 hectares.
Intéressons-nous maintenant à l'ouverture hier de la 5e édition de la vulgarisation de la monétique en Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, usagers des services bancaires, les financiers et les opérateurs économiques du secteur de la monétique vont échanger sur les enjeux et les défis de l'économie ivoirienne à l'ère du numérique. Et c'est bien sûr avec Noël Nyonyo qu'on en parle. Les TIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Leur expression visible et palpable dans les banques et établissements financiers, ce sont entre autres les cartes bancaires. Depuis, de nouveaux modes de paiement sont en vigueur. Aujourd'hui, les paiements mobiles, qu'on appelle vulgairement M-Payment, touchent près de 250 millions de personnes. Et les spécialistes prédisent que d'ici 2016, c'est entre 450 et 500 millions de personnes qui seront touchées par les paiements via le mobile. La Côte d'Ivoire ne veut pas être en reste de cette avancée technologique. L'opération de vulgarisation annuelle de la monétique. Le Salon ivoirien de la monétique, Simbank, pour la 5e édition, veut amplifier l'utilisation des moyens de paiement électroniques, TIC et développement bancaire en Côte d'Ivoire. Voilà le concentré des réflexions de cette journée. Toutes les préoccupations sont prises en compte. Le monde rural. Le monde rural, c'est un monde effectivement qui ne peut pas utiliser la carte comme ce qui se passe. Donc nous avons mis en place des systèmes, par exemple la carte biométrique qui permet aujourd'hui à quelqu'un, en passant son empreinte, de faire lire sa carte et de sécuriser ses opérations. Les dispositions de sécurisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les banques en ligne qui ont un site internet ont compris qu'il fallait avoir des pages sécurisées. Donc, quand on parle de pages sécurisées, c'est une page qui commence pas par HTTP comme on voit tous les sites internet, mais lorsque vous allez sur ce site internet, vous allez avoir un cadenas en haut du site internet. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on ne clique pas sur un lien dans un message électronique qu'on reçoit. Une chose a été soulignée par les officiels à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, la pertinence du thème. 12 conférences seront dites sur les 3 jours. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus. Pour l'édition 2013, on note la présence d'opérateurs du Sénégal, de la Tunisie et du Maroc. L'Église catholique, je vous le disais dans les titres, n'a toujours pas de pape. Le suspense continue. La fumée blanche tant attendue n'est pas sortie ce midi. On a eu droit à la fumée noire, signe qu'il n'y a pas d'élu. Le conclave se poursuit donc. Les 115 cardinaux doivent se retrouver cet après-midi pour le 3e round. Enfermés à clé et entièrement coupés du monde. Les cardinaux ont entamé ce mardi après-midi leur conclave pour élire un successeur à Benoît XVI. Ils sont 115 électeurs venus du monde entier. Leurs travaux se déroulent à la chapelle Sixtine et ils ne réapparaîtront en public qu'une fois qu'ils auront élu le nouveau pape, chef d'une église d'1,2 milliard de fidèles. Dans la matinée, ils ont célébré une messe pro Eligendo Pontifice, une messe pour l'élection du pontife. Un hommage chaleureux a été rendu à Joseph Ratzinger, désormais pape émérite. Nous tenons à le remercier pour le pontificat lumineux qu'il nous a offert, avec la vie et les œuvres du vénéré souverain pontife Benoît XVI, auquel une nouvelle fois nous renouvelons toute notre gratitude. Une dizaine de cardinaux ont été cités ces derniers jours comme des papabili, des papes possibles. Tous sont conservateurs. Parmi eux, l'Italien Angelo Scola, le Canadien Mark Ouellet ou encore le Brésilien Odilo Scherer. Le nom du cardinal américain Timothy Dolan est aussi en train de monter. Place Saint-Pierre, fidèles et touristes ont afflué dès la matinée, malgré une pluie battante, pour assister à l'événement. On est venu en vacances, on est venu voir le conclave. Je pense que c'est très important pour l'Église. C'est super, c'est pas commun de voir ça. Mais je suis très embêté à cause de cette pluie et tout ça. Nous aimerions avoir un pape plus jeune et quelqu'un de plus imposant. Cela ferait beaucoup de bien à la foi chrétienne. Tous les regards sont désormais tournés vers la cheminée de la chapelle. Comme attendu, la première fumée en fin de journée était noire. Elle sera blanche quand les prélats auront choisi le 266e pape de l'histoire. 4 scrutins sont prévus quotidiennement. Selon les vaticanistes et sauf surprise, le conclave devrait être court de 2 à 4 jours au maximum.
Je rappelle que la deuxième fumée est noire également. Au Mali, les soldats français engagés dans le nord poursuivent leurs opérations. De violents combats dans le massif des Ifoga ont fait hier un mort du côté de l'armée tchadienne et 6 du côté des djihadistes, selon un communiqué de l'état-major tchadien. La France a annoncé hier un prochain passage de relais à l'ONU avec un probable vote en avril d'une résolution sur une opération de maintien de la paix applicable en juin. Par ailleurs, plus de 95% de la presse et des radios privées ont suivi la journée presse morte pour réclamer la libération d'un journaliste arrêté pour avoir publié une lettre qui critique le capitaine Sanogo, chef de l'ex-junte. Et puis on va voir ce qui se passe sur le continent africain. Au Burundi, 2 leaders d'opposition sont rentrés de 2 années d'exil samedi pour assister à la réunion qui a réuni des responsables des 44 partis politiques agréés dans le pays. Au Burundi, le coup d'envoi est lancé pour le premier dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition. Plusieurs membres de l'opposition en exil depuis les violences qui avaient suivi les élections de 2010 sont rentrés pour participer à ces assises qui se tiennent à huis clos dans les bâtiments des Nations Unies. L'opposition revendique notamment la libération des prisonniers politiques et le droit de tenir librement ses meetings à travers le pays. Près de 150 migrants qui dérivaient en mer Méditerranée, pour l'essentiel éthiopiens, érythréens et somaliens, ont accosté sur l'île italienne de Lampedusa. Leur état de santé est considéré comme bon, mais la traversée sur un simple canot pneumatique a bien failli tourner à la tragédie. L'embarcation a été arraisonnée par les gardes-côtes italiens alors qu'elle envoyait des signaux de détresse au large des eaux libyennes. Nouvelle audience pour les policiers sud-africains soupçonnés d'avoir causé la mort d'un chauffeur de taxi mozambicain. Le parquet a accablé les 9 accusés en lisant le rapport d'autopsie, révélant que le chauffeur de taxi avait été placé en cellule, nu et recouvert de blessures. Aucune assistance médicale n'aurait été apportée. Mido Massia, le chauffeur âgé de 27 ans, est décédé au commissariat après une interpellation dont les images ont scandalisé l'Afrique du Sud. Et le régime syrien de nouveau accusé de crimes contre l'humanité par le HCR. La haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Navi Pillay, a une fois de plus demandé à Damas de mettre fin aux attaques contre les civils en Syrie. Surpris par une tentative d'incursion de la rébellion dans la ville de Homs, qu'il contrôle pourtant à 80%, le régime syrien a repris depuis lundi les tirs de missiles et les bombardements aériens contre la 3e ville du pays. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des affrontements au sol y opposent également les combattants rebelles aux forces de Bachar el-Assad, provoquant un nouvel exode de la population. Encadrés par quelques hommes en armes qui leur montrent la voie la plus sécurisée, les habitants s'en vont en emportant un maigre barda pour éviter de se retrouver enterrés vivants sous les décombres. Furieux de la poursuite de ces châtiments collectifs sous couvert de guerre civile, les enquêteurs de la Commission indépendante de l'ONU sur les droits de l'homme ont porté pour la première fois une accusation unilatérale. Pour eux, des crimes de guerre tels que tuer ou torturer intentionnellement sont certes commis des deux côtés. Mais les crimes contre l'humanité, qui selon la loi pénale internationale sont définis comme des attaques intentionnelles, systématiques et de grande ampleur contre la population civile, nous suggérons que le régime est beaucoup plus impliqué dans les crimes contre l'humanité, ce que nous ne disons pas à propos des groupes d'opposition. Les enquêteurs ont même demandé à être entendus directement par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l'ONU, seule instance à pouvoir saisir la Cour pénale internationale, Damas n'ayant jamais ratifié le statut de Rome, fondateur de cette Cour. Une démarche qui pourrait, comme d'autres, rester vaine, en dépit des demandes persistantes de l'opposition de faire pression sur Bachar el-Assad. Moscou continue à fournir un soutien politique et logistique au régime. Et c'est la fin de ce JT. Merci de votre attention. On se retrouve dimanche.